Bonjour à tous. Donc je suis avec mon superbe ingénieur SOC juste à côté qui est caché devant. Et on va vous parler un petit peu des problématiques qu'on a eues à utiliser la stack Elastic pour monter un SOC. Donc pour la petite histoire, moi je suis arrivé en 2016 dans un groupe qui s'appelle Vente Privée. Vous connaissez peut-être. On recrute aussi d'ailleurs. Et à peu près la taille de certaines sociétés qui sont ici. Donc peut-être que Centréon est intéressé, je sais pas. En 2016, quand je suis arrivé, on m'a dit « Nicolas, on a un problème, on voudrait monter un SOC. On ne sait pas encore trop vers quoi on veut aller. On ne sait pas encore trop ce qu'on veut faire, mais on veut y aller. » Et là, on a monté un certain nombre de POC, dont un POC autour d'Elastic. Donc ce qu'on a monté, alors, le graphique est très très restreint par rapport à ce qu'on a fait, c'est une solution qui ressemble à ça. Donc c'est composé de collecteurs en partie, donc les collecteurs c'est énormément de choses. On va avoir des collecteurs qu'on va déposer sur des éléments, donc type des agents, donc du bits par exemple, qu'on vient de parler. Pour des problématiques de fonctionnement interne, on a été obligé de choisir d'autres types de collecteurs pour certains environnements Windows, notamment du NXLog qui marche relativement bien aussi. Et puis, la collection, on va dire, un peu automatique, donc sous forme de syslog ou d'autres systèmes de trappe. L'objectif, c'était quoi? Vous avez énormément d'équipements lorsque vous voulez monter une solution de SIEM pour la collecte des logs qui n'intègre pas la capacité de se binder sur certains types de solutions. Donc par défaut, ils vont vous faire du syslog, dans le meilleur des cas du syslog S, et puis ça va s'arrêter là. Ensuite, la partie Logstash, donc pour tout ce qui va être transformation, normalisation, un peu de queue aussi. Alors on a fait pas mal de tests au niveau de ces deux parties-là au début. On a monté du RabbitMQ, on a réfléchi en tout cas à ces problématiques-là, on a monté pas mal de choses. Et puis on s'est rendu compte qu'au final, c'était plus simple de répartir une charge globale sur plusieurs collecteurs de type Logstash que de choisir de mettre des choses avec de la redondance ou des mécanismes un peu complexes. Pourquoi? Parce qu'au final, la capacité de perte de log était à peu près la même. Et au niveau fonctionnement, c'était beaucoup plus simple à utiliser. Donc on est parti plutôt là-dessus. Ensuite vient la base élastique. Donc là, notre première solution était autour de 3 nœuds élastiques. Alors, je sais, c'est très faible. Par contre, on a mis ça sur des machines physiques qui étaient très très puissantes, avec énormément de cœur. Et puis, si je me rappelle bien, on était sur des solutions autour de 64 Go de RAM. On commence à avoir des petits PC. Pour un volume de log dont je vais parler juste après. À ça, on l'a interfacé sur du Kibana. Alors, on n'a pas utilisé Kibana comme une UI standard, en fait. On a utilisé Kibana plutôt comme un framework UI, c'est-à-dire avec des capacités de développer des plugins pour pouvoir faire des actions. On a pris une licence à ce moment-là XPack, d'ailleurs, c'est la première fois où on a pris une licence XPack. On l'a pris pour des raisons simples, c'est quand vous voulez monter un SIEM, vous avez besoin de plein de choses. Vous avez besoin de pouvoir monter des alertes, vous avez besoin de mettre en place de la sécurité, des choses comme ça. Et dans le XPack, il y avait des fonctionnalités comme ça qui nous intéressaient. Par exemple, il y a la partie Watch, donc Watcher, qui permet de créer des alertes. Ça ne nous a pas totalement convenu, parce qu'on avait des besoins vraiment très très particuliers. Par exemple, j'avais des besoins d'avoir des alertes qui allaient pouvoir tomber tout le temps, mais pas sonner. C'est-à-dire que je ne veux pas, sur des alertes qui vont peut-être avoir des incidences de debug, faire réveiller mes gars la nuit en continu. Vu qu'on fait du 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au niveau gestion des alertes, je me vois mal avoir un gars qui va se réveiller toutes les minutes avec son téléphone qui sonne en continu. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, il va l'éteindre. Et donc, du coup, il ne va rien se passer et ça va être du négatif pour nous. Donc, j'avais des besoins comme ça. J'avais des besoins de qualification vraiment très particulières. Quand vous faites de la gestion d'alerte, vous faites de la gestion de risque, vous faites de la gestion d'évaluation du niveau de vulnérabilité. Et puis, vous faites de la gestion aussi d'automatisation un maximum derrière. Typiquement, il y avait certaines alertes qu'on avait vraiment besoin d'automatiser entièrement. Je peux très bien désactiver des comptes de façon automatique via des systèmes d'alerte, lancer même des procédures d'analyse sur les machines qui sont impactées potentiellement, faire automatiquement de la backup de logs particuliers, enfin des actions comme ça. L'autre besoin que j'avais, c'est de pouvoir interfacer avec des solutions internes particulières. Par exemple, toute la gestion de logs, de configuration, excusez-moi, qui sont liées à toute la plateforme est entièrement sur Git.
avec des solutions derrière autour des CI de Git pour pousser ces configurations en automatique sur la solution. Là vient la problématique de gestion et de suivi de ces fichiers de conf, parce que potentiellement, un des gars qui va pousser un nouveau fichier de conf peut pousser un fichier de conf qui va être mauvais. Donc là, il y a les pipes qui ont été introduits depuis pas mal de temps maintenant sur Logstash notamment, qui permettent de checker automatiquement la configuration. Mais dans certains cas, on va avoir des besoins un petit peu plus avancés. J'avais besoin que mes gars ils puissent faire des actions en direct depuis Slack. Donc on a monté des bots à côté qui s'interfacent entièrement avec Elastic et qui vont permettre de faire pas mal de choses amusantes. Voilà. Quand on a commencé à monter cette solution, on a rencontré pas mal de problèmes. Déjà, le premier problème, c'est qu'on n'était pas certifié Elastic. Mais vu que ça vient de sortir, ça va. Tout le monde a commencé sur la solution, franchement, sur le tas. Il y avait déjà quelques élastiques en interne, mais ils étaient utilisés globalement comme les 3/4 de l'utilisation, je pense, de la solution, c'est-à-dire en puits de log temporaire ou pour faire de l'analyse un petit peu on the flow, mais pas forcément pour de la prod où on voulait stocker des logs sur une année, avec des logs qui dépassent les 1 Tera par jour. Là, ça commence déjà à avoir un effet de volume. Donc on a eu pas mal de problèmes suite à ça. Donc le dimensionnement, et puis comment fonctionne vraiment la solution, comment il fallait le faire. Donc on a eu de la chance. Le fait qu'on ait pris du XPack, il y avait du support, donc on a pu un peu échanger. Ils nous ont un petit peu sauvés pour 2-3 trucs. Pour d'autres choses, pas du tout. Mais on s'en est plutôt pas mal sorti. Le premier gros problème après ça, ça a été tout ce qui est normalisation de données. En fait, quand on monte une solution, ce qu'on ne voit pas quand on achète une solution dans le marché, c'est que la solution dans le marché a déjà un template pour l'ensemble des types de logs qui arrivent. Et sur ces templates, ils ont déjà fait la diminution des données. C'est-à-dire que si j'ai une entrée de log qui fait 1 méga, alors c'est une énorme entrée de log, mais imaginons une entrée de log qui fasse 1 méga, les 3/4 des solutions de SIEM du marché vont déjà avoir fait une réduction et à la fin, ça fait même pas 1 kilo. Donc vous avez déjà un gros travail qui est fait et une normalisation en disant, par exemple, si je cherche un champ qui s'appelle user, ben ce champ, il va falloir que je le corrèle avec l'ensemble des types de données différentes que j'ai. Actuellement, j'ai 260 sources différentes de logs. Alors, ce n'est pas un serveur à chaque fois, c'est une solution différente. Donc, imaginez la normalisation qu'il va falloir travailler derrière pour mettre ça en place. Donc, il y a un vrai gros travail à faire en amont, sinon on a des logs qui montent de façon exponentielle. Le sizing, forcément, qui va avec. Donc, au début, on était sur une solution autour de 3 nœuds. Maintenant, ça augmente de plus en plus. Je pense qu'à terme, on partira sur quelque chose autour de 20 nœuds. Et puis, la partie data flow. Si je m'amuse à capturer l'ensemble des flux réseau, de les dupliquer et de les envoyer dans mon élastique, je vais avoir quelques problèmes. J'ai un réseau actuellement qui est principalement entre du 10G et du 40G suivant les zones du réseau. Les 40G, ils ne sont pas là pour rien, c'est parce qu'on les utilise. Donc si je devais demain les dupliquer sur mon réseau, ça va commencer à piquer un petit peu au niveau coût. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important à prendre en amont. Ensuite, on avait vraiment plein de besoins particuliers. Comme on avait plein de types de logs différentes, on avait besoin, dans certains cas, de pouvoir faire des unions sur des données. Alors, il y a SQL qui vient d'arriver, mais ça ne fait pas encore de l'union. Désolé pour ceux qui pensaient à ça. Mais j'espère que ça le fera dans le futur, peut-être. Qui sait. Donc cette partie-là, on a été obligé de développer des choses en interne pour pouvoir le traiter. Vous avez quand même le plugin, enfin le module qui fait partie d'XPack, qui s'appelle Graph, qui vous permet de faire des choses. C'est assez proche de l'union, mais pas super pratique d'utilisation. Enfin, pas simple en tout cas. On avait un besoin d'une interface graphique pour les gestion des alertes. C'est con, mais dans un SIEM, vous avez des N1, des N2, des N3, des fois des N4 aussi accessoirement. Et les N1, ce pas des gens qui ont forcément une capacité totale technique à apprendre sur tous les sujets, à tout faire. Si vous commencez à lui expliquer qu'il va falloir qu'il lance une 50aine de scripts, modifier tel fichier, recharger un pipe, faire un truc dans un coin, quoi que ce soit, et que ça devient un processus comme ça, juste pour modifier une entrée dans une alerte, ça va devenir super compliqué quand même. Donc du coup, on est aussi parti sur du développement autour de ça, Florian en parlera après, pour pouvoir justement gérer facilement ces alertes et faire des choses on the flow pour un utilisateur un peu moins averti, on va dire. Et puis, on a eu d'autres déconvenues légères. Certaines tâches en élastique par rapport à une base de données normale
sont super complexes à faire. Je prends un exemple très simple que j'ai mis dans le slide, la partie mapping. Quand vous avez des centaines d'index et que vous vous êtes rendu compte que le mapping des centaines d'index n'est pas bon, eh bien pour ceux qui ont déjà revu un mapping, en sachant que les miens font des centaines de gigas, je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour le faire. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de dupliquer la première entrée pour pouvoir la rentrer après. Donc, ce qui fait que vous avez un double temps. Ça a des charges énormes sur le processeur et sur le temps de traitement pour le serveur. Donc, c'est des choses à vraiment bien réfléchir en amont, parce qu'on a eu quelques déconvenues autour de ça. Je vous ai parlé de la normalisation de données. Alors, la normalisation de données, c'était la première chose qu'on a été obligé vraiment de traiter assez rapidement. Moi, j'ai des flots de données qui sont vraiment énormes. Et au début, quand on a monté la chose, on a fait un truc vraiment très bourrin. Sur le Logstash, on a monté une fonction qui s'appelle KV, qu'on a mis en automatique. Puis on dit, bah, on balance tout, on va regarder ce que ça fait. Mon résultat, 13 000 champs indexés. Et encore, c'était un quart du nombre de champs réels qu'il y avait à l'époque. Donc vous avez des performances qui se dégradent à une vitesse incroyable, mais c'est normal, hein, dans les specs élastiques ils le disent, il ne faut pas atteindre des sommes comme ça. Donc la partie CPU on n'en parle pas, la partie disque elle monte en exponentielle, vous vous retrouvez avec des centaines de gigas de données alors que vous n'avez rien du tout dans les logs. Bon voilà, ça c'est des petits points qu'on a eu, qui sont vraiment un gros travail en amont à faire si vous avez dans l'idée de faire des choses comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque quand on a lancé la chose, on avait 1 Tera de données par jour qui rentrait dedans. Actuellement, on est à peu près à 2 Tera et on a un objectif autour de 5 Tera. Ça nous faisait 500 gigas de storage par jour à l'époque. Donc ça veut dire que par rapport à la donnée qui entrait, on en filtrait 50% à peu près. Et on en exploitait, enfin, on en sortait quelque chose qui ressemblait à 50%, ce qui est quand même énorme. Maintenant, on est autour de 2 Tera, on est plutôt autour de 60-70 gigas par jour. Donc le travail de clean et d'optimisation, et surtout d'enrichissement, parce que les champs, maintenant, il n'y a plus rien à voir. Il y a des enrichissements avec des bases de données autour pour identifier des éléments comme des éléments pouvant être critiques. Il y a de la transformation de données. Des fois, on a des champs avec des adresses mail, mais on va récupérer juste la première partie de l'adresse mail. Enfin, on a énormément d'enrichissement. J'ai des fichiers log qui sont autour de 2000-2500 lignes pour du Logstash. On a à peu près toutes les fonctions Logstash dedans, d'ailleurs. Mais pour vous donner un ordre d'idée. Et au niveau optimisation, les gens me posent souvent la question, pourquoi vous n'avez pas fait 50 fichiers de conf pour le Logstash? En fait, quand vous faites un seul fichier et que vous faites des if-else, eh bien, la donnée elle va être traitée dans le if, elle ne va pas aller dans le else après. Si vous faites 50 fichiers de conf, la donnée elle va être traitée dans les 50 fichiers de conf. Donc au niveau perf, on a eu une grosse dégradation de perf quand on a essayé de faire ça. Donc on a laissé tomber cette partie-là. Il y avait trop de data flow à traiter. Ce qu'on a pu remarquer lors de cette petite aventure, qui a duré quelques mois quand même, c'est que déjà, Elasticsearch, par défaut, en tout cas, c'est pas une solution de SIEM. Bon, on s'en doutait un petit peu quand même. Mais déjà, c'est le premier truc. Nous, on avait vraiment besoin d'une interface graphique pour l'exploitation. Alors Kibana, c'est un truc génial, on peut faire plein de choses vraiment sympas. Mais c'est plus fait pour du rendu, de la recherche, des choses comme ça, pas vraiment de l'exploitation par défaut. Si je prends des solutions à la QRadar ou Splunk, on a quand même des choses qui sont déjà faites par défaut, avec des interfaces plus ou moins faciles sur les solutions. Mais il y a des choses. Donc il y a quand même un fort investissement à faire après. Nous, on avait vraiment besoin d'aller très très loin dans les capacités des types d'alerte, c'est-à-dire beaucoup plus loin qu'une alerte vraiment standard que vous auriez pu remonter avec un simple script Python par exemple, mais vraiment pouvoir faire des mécanismes très complexes. Donc ça, on ne l'a pas trouvé directement, mais il y avait quand même, on a eu pas mal de support sur des blocages qu'on a eu sur ces points-là, de la partie élastique, donc ça c'était plutôt sympa. Et puis, on avait besoin d'avoir un tracking de tickets en plus. C'est-à-dire que j'avais besoin, en plus de ces alertes, de faire un suivi de ces alertes derrière, sans l'interfacer avec une solution de tickets qui allait devenir encore une usine à gaz. J'avais besoin d'avoir des couleurs qui me disent, voilà, j'ai un élément critique qui vient d'apparaître, il n'est pas traité encore, il n'y a personne qui se l'est affecté, qui l'a utilisé. Donc c'est presque une solution de ticketing intégrée. Et donc ça, on ne l'avait pas. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on a travaillé et sur lesquels je laisse la main à Flo, qui va vous expliquer ce qu'on a développé au niveau des plugins. Et pour les questions, on fera juste après.
Eh bien, bonjour. Alors du coup, maintenant qu'on a un élastique mais qu'on n'a aucun outil pour faire notre SIEM, nous avons essayé de les redévelopper nous-mêmes. Donc le premier plugin qu'on a développé, ce qu'on a appelé Samaritain, c'est un plugin qui nous permet d'investiguer après qu'une alerte est sonnée. Ça nous permet de faire des recherches plus poussées et plus rapidement. Le principe, c'est qu'on configure derrière les relations entre différents champs, deux champs qui représentent des IP, un champ, une IP, on sait qu'elle sera toujours en relation avec une MAC. Donc on dit qu'ils seront une relation, et lorsqu'on fait une recherche rapide, alors dans l'exemple juste une IP, elle va nous donner toutes les informations qu'il va trouver dessus, sur l'IP, sur les MAC associés, et donc juste en cherchant le nom d'un utilisateur, on arrive à avoir le nom de sa machine, on arrive à voir toutes les MAC qui ont été reliées, s'il avait en plus son téléphone connecté au réseau, les différentes IP, les domaines où il se connecte. Donc ça pour l'exemple. Nous ici on peut taper un nom d'utilisateur, et instantanément, on voit toutes les informations qui sont passées dans la journée, si on règle bien. Et on peut retrouver très facilement. C'est l'équivalent de faire des unions en SQL qui nous manquaient avant. Le deuxième plugin, donc Robocop, c'est notre plus avancé. C'est celui qui gère toute la partie alerte. Donc le principe est simple. À intervalles de temps réguliers, nous avons différentes recherches Elasticsearch qui sont exécutées. Donc sur la dernière minute, sur la dernière heure, et si elle remonte un résultat, donc soit directement, soit en faisant une intégration pour avoir un seuil, une alerte est sonnée. Donc lorsqu'elle sonne, c'est configuré pour pouvoir envoyer un message, donc soit par mail, par Slack comme on a vu, mais aussi dans notre plugin de gestion d'incidents que je présente juste après. Donc avec des codes couleurs sur la colonne statut, on peut voir les différents liens. Un des objectifs, c'était que lorsque ça sonne à 4 h du matin, puisqu'on a une alerte, la personne doit traiter assez rapidement, le temps qu'elle soit et tout. Du coup, on a mis un système de script qui est automatiquement appelé. Le script permet de faire des actions très rapides et chercher des nouvelles informations. Par exemple, on voit qu'il y a quelque chose qui nous a un ordinateur qui remonte un logiciel malveillant ou un mauvais process qu'on surveillait. Bah, automatiquement, on exécute un antivirus, on exécute un logiciel qui va stopper les processus, on va le couper du réseau. On peut trouver d'autres informations dans le gestionnaire de parc informatique pour un utilisateur ou ainsi de suite. Lorsque l'astreinte va sonner ou en journée, il aura déjà toutes les informations et des premières actions qui ont été faites. Et on peut stopper rapidement pour tous les processus où on avait les scénarios qui étaient bien préparés. Donc pour éviter aussi, comme l'a dit Nicolas au début, que la personne d'astreinte, la nuit, coupe le téléphone, la plupart des alertes, si elles ne sont pas critiques ou qu'elles ne demandent pas une action immédiate, ne sont donc qu'en journée. Donc on voit que c'est réglé par défaut, nous, sur 8h, 17h, et pas le week-end, normalement. Mais le matin, toutes les alertes, la personne qui gère recevra et pourra traiter tranquillement en journée. Donc il y a toutes les informations de base dans les SIEM, des catégories, des criticités. Nous avons un système de cron qui permet de faire toutes des actions qui nous manquent pour compléter le SIEM. On en a parlé, les logiciels qui n'arrivent pas à pousser des logs directement dans notre élastique. On a des scripts qui vont tourner automatiquement pour les chercher. Des API partenaires qui gèrent certains cas d'alerte ou des données qui nous remontent, on va pouvoir les appeler automatiquement et les traiter grâce à la partie cron, qui est juste un script, c'est comme le cron Linux, c'est un peu plus avancé, parce qu'il y a toutes les fonctionnalités d'envoi d'alerte, plus les périodes et tout ça. Lorsqu'une alerte est sonnée et qu'elle est configurée, elle envoie automatiquement une information dans notre troisième plugin qu'on a, Marvin, qui est notre gestionnaire d'incidents. C'est globalement un ticket, un gestionnaire de tickets, qui est un peu plus avec des fonctionnalités qui sont propres pour nous. Donc on peut créer les tickets automatiquement grâce à nos scripts et Robocop. Et après, on n'a plus qu'à remplir les différents champs, les éléments qu'on traite pour l'alerte. Donc typiquement, si on fait une action, on va rajouter un champ. Si un script, il peut rajouter automatiquement un champ. Il peut fermer l'alerte s'il est traité entièrement automatique. C'est quand même le but pour des alertes simples, c'est qu'on n'ait rien à faire et qu'on puisse juste vérifier que toutes les actions se sont bien déroulées. Donc nous avons une traçabilité. Nous avons différents éléments qui permettent de suivre l'état d'un ticket. Si le ticket est ouvert depuis très longtemps, qu'il n'a pas été fermé,
ça permet de suivre. S'il n'a pas été modifié depuis longtemps et qu'il faut refaire parce qu'il a été oublié, puisqu'il y a eu d'autres choses qui se sont avancées, parce que 3 alertes ont sonné en même temps, ça arrive. C'est pareil, tout est configurable. Le but, c'était que tout le monde puisse l'installer sur un élastique et configurer comme il veut les catégories. Nous avons les champs en couleurs, donc le rouge pour là, c'est médium, et on a mis le jaune pour l'eau, mais on fait ce qu'on veut. Toutes les heures, toutes les icônes, tout peut être configurable. Donc c'est bien, le développement, ça nous a permis de créer un SIEM qui sont utiles à la base pour nous, mais pour d'autres équipes s'ils ont besoin de gérer des incidents autres que sécurité. Mais ça demande quand même quelques préparations. Déjà, il faut penser à la migration lorsque des mises à jour. Nous, on l'a commencé, on était en 5.2. Lorsqu'on est passé en 6, il a fallu redévelopper quelques parties. Ça se faisait relativement facilement, mais il faut prendre le temps, il faut retester et prévoir surtout du temps. On ne peut pas juste le remettre et ça marche. La documentation sur Kibana n'était pas forcément complète, on n'avait pas tout trouvé, j'ai découvert des trucs après. On a vu que ça commençait à changer, c'était de mieux en mieux, surtout avec la version 7 où ils ont commencé à faire des nouvelles parties. Donc ça c'est très bien et pour la suite c'est beaucoup plus facile de maintenir. Et on a donc besoin deux fois de revenir, de rajouter une fonctionnalité, de corriger un ou deux bugs, ou on a vu quelque chose qui n'est pas pratique. Le but, c'est qu'on puisse facilement faire toutes les actions qu'on a besoin. Si un utilisateur doit commencer à chercher pendant 2 heures, c'est problématique. Donc pour un petit exemple des problèmes qu'on a pu avoir, donc ça, il y a une snapshot automatique des incidents qui sont faits régulièrement. Et un cas qui n'est pas prévu, c'est lorsque le snapshot de nos logs était en même temps, ça nous renvoyait une erreur parce qu'il n'arrivait pas à gérer. Donc on doit retenter, ne pas mettre sur les mêmes horaires, ainsi de suite. C'était des petites erreurs qu'on a eues et qu'on a eu mal à prévoir. Voilà. Si vous avez des questions pour la suite.